Donc, deuxième coup, c'est les artériopathies obliturantes du membre inférieur d'origine artéromateuse. Artérios signifie que les artères, pathie, c'est les maladies des artères. Obliturantes, donc on a une sténose au niveau des artères. Des membres inférieurs, c'est les deux membres inférieurs d'origine artéromateuse, c'est-à-dire liées au dépôt des plaques d'athérome au niveau de la lumière artérielle. Donc, du coup, le suivant, on commence par une définition, étude épidémiologique, puis on va entamer la physiopathie, la présentation clinique, les examens complémentaires nécessaires, quelles sont les pathologies qui peuvent avoir la même présentation clinique, et on terminera, Inch'Allah, avec les complications thérapeutiques. Donc, c'est une affection artérielle chronique. Ce n'est pas comme les ischémies aiguës qui donnent un tableau aigu. Chronique d'origine artéromateuse touchant les artères de moyen et de gros calibre des membres inférieurs. Elle entraîne un rétrécissement progressif du calibre de ces artères pouvant aboutir à leur oblituration complète. L'athérosclérose représente l'immense majorité des étiologies des anémies, ce qui se voit dans plus de 97% des cas. Cette affection est l'apanage du sujet âgé, puisqu'au fil des années, l'âge c'est un facteur de risque cardiovasculaire, puisqu'avec l'âge, il y a le dépôt des plaques d'athérome, dont le volume augmente au fil des années. L'évolution de cette affection est marquée par un risque augmenté de morbimortalité vasculaire, coronaire et cérébrale. Vasculaire, puisque les membres inférieurs sont touchés par le dépôt des plaques d'athérome. Coronaires également sont également touchés par la maladie athéromateuse. Cérébrale, c'est le dépôt des plaques d'athérome au niveau carotidien. Donc, sur le plan physiopathologique, la maladie athéromateuse se caractérise par une lésion chronique qui est la plaque d'athérome. Donc, la plaque d'athérome, caractérisée par la formation de dépôts lipidiques dans l'intima des artères de moyen et de gros calibre. L'intima, c'est la couche la plus interne des artères. Donc, l'augmentation progressive du volume de la plaque, puisqu'il y a la précipitation de la graisse au niveau de la plaque d'athérome. Donc, cette dernière va augmenter de taille plus des années, entraînant une sténose de l'artère. Une sténose de l'artère signifie qu'il y a une diminution de la lumière artérielle. Pour la présentation clinique, les signes cliniques, selon la classification de Ricci-Fontaine, on distingue 4 stades cliniques. On a parlé des ischémies critiques. Les ischémies critiques, c'est le stade 3 et 4 de la classification de Ricci-Fontaine. Donc, stade 1 se voit dans 75% des cas, c'est le stade de l'attente de la maladie, c'est-à-dire le patient il est asymptomatique. C'est l'examen clinique systématique qui découvrira la maladie. Donc, on fait la palpation comparative, c'est-à-dire des deux membres, de pouls des membres du inférieur, pudieux, tibial postérieur, poplité fémorale. On trouvera toujours une diminution ou abolition d'un ou plusieurs pouls. Donc, le pouls, il est absent ou dont l'intensité est diminuée. L'auscultation artérielle à la recherche d'un souffle abdominal ou inguinal, qui signifie que l'artère est sténosée. L'auscultation systématique de l'angle du triangle de Scarpa à la recherche d'un souffle fémoral. Donc, comme vous voyez ici, la palpation bilatérale et comparative des pouls fémoraux, et c'est la palpation du pouls poplité. Le stade 2, à ce stade, apparaît la claudication intermittente d'origine artérielle, puisque la claudication intermittente a plusieurs causes, origine veineuse, origine neurologique, origine orthopédique, etc. Donc, ischémie chronique et musculaire du membre inférieur survenant à l'effort. Donc, le stade 2, c'est l'apparition des manifestations type claudication intermittente d'origine artérielle à l'effort. Le patient consulte le plus souvent ce stade. La claudication intermittente se traduit par des douleurs en axe à type d'engourdissement, de l'odeur, de crampes, de suement et de torsion qui survient à la marche, obligeant le patient à s'arrêter après une distance fixe. Cette distance est appelée périmètre de marche. Cette distance est d'autant plus courte que la marche est rapide, se fait en pente, en escalier, contre le vent et le froid. Siège pèse toujours au mollet, une grande spécificité diagnostique, parfois à la plante du pied, des cuisses, la fesse ou la région lombaire. C'est plus ou moins rapidement au repos et reprend après avoir parcouru la même distance. Donc, vous voyez les caractéristiques de ces plantes. Le seuil de survenue de la douleur définit le périmètre de marche. Le périmètre de marche est large s'il est supérieur à 500 mètres. Le périmètre de marche est serré ou réduit s'il est inférieur à 100 mètres. L'examen physique retrouve les mêmes anomalies trouvées lors du stade 1.
Donc, le stade 3, on entre dans le stade ischémique chronique sévère, se caractérise par la survenue de douleurs au repos. Donc, la douleur devient au repos, déclenchée par le déclin du pulse, soulagée par la déclivité du membre. Donc, plus on met le malade en position d'équilibre, le membre en déclivité, plus on soulage ce dernier. La douleur se traduit par une sensation d'engourdissement, de brûlure et de broiement. La douleur débute au niveau du gros orteil ou l'avant-pied après quelques minutes, et plus souvent quelques heures de décubitus. La douleur elle est calmée très progressivement par la position jambes pendantes hors du lait ou la marche. Donc l'intensité de la douleur est égale, mais souvent importante et insomniante. Examen physique en plus des anomalies des stades précédents, le pied est plus froid, du côté douloureux, la peau elle est sèche et squameuse, les ongles sont épaissis et cassants, le temps de recoloration elle est allongé après pression de la bulle des dents. Le dernier stade, c'est le stade des troubles, l'apparition des troubles trophiques, comme les ulcérations. L'ulcère est suspendu, elle est profond, à bord assez régulier, selon de petite taille, avec un fond nécrotique noirâtre et infecté. Donc, pourquoi il est infecté? Généralement, les extrémités sont hypopperfusées, donc il n'y a pas de moyen de défense qui n'arrive à ces régions. Donc, raison pour laquelle l'infection trouve toujours des ulcérations infectées. L'ulcère survient spontanément suite à un trauma minime ou une infection locale. L'ulcère distal siège avec prédilection aux zones d'appui ou de frottement, comme les malléoles, le talon, le dos et le bord externe du pied. L'ulcère est très douloureux, surtout lors de la subluxation du membre. Comme vous voyez, c'est les ulcérations qui siègent au niveau du pied, c'est des ulcérations ou les zones de frottement comme les malléoles, avec un fond nécrotique. La gangrène siège habituellement au niveau de l'un des orteils, parfois elle touche pas plusieurs orteils. La gangrène aspect noirâtre plus ou moins limité. La gangrène peut être sèche avec nécrose et rétraction du tissu, comme elle peut être humide, infectée, qui peut évoluer vers le choc septique. En absence de traitement, la gangrène peut s'étendre à l'avant-pied et la jambe. La gangrène peut être totalement indolore. Généralement, c'est chez les diabétiques, puisqu'ils ont une neuropathie diabétique. Donc, ils ont perdu la sensation de douleur. Comme vous voyez, c'est la gangrène, les deux orteils. C'est des zones ulcérées infectées. Comme vous voyez le flux ici, la peau elle est sèche et squameuse et les ongles sont secs. Pour les examens complémentaires, la mesure de l'index de pression systolique. L'EPS, cet examen consiste à mesurer le rapport de la pression systolique à la cheville et à la pression systolique au bras à l'aide d'un appareil Doppler continu portatif. C'est un examen indispensable dans la prise en charge de l'AOMI et pour le diagnostic. L'EPS permet le diagnostic de l'AOMI dans 90% des cas. Comme le dépistage précoce de l'AOMI souvent bien avant l'apparition de la claudication intermittente, c'est-à-dire au stade 1 dans 5 cas sur 6, l'EPS permet d'évaluer le degré de civilité de l'AOMI. Un EPS normal, c'est l'expérience égale à 0,90, mais il n'élimine pas formellement le diagnostic du NAOMI. Un EPS inférieur à 0,90 témoigne de la présence du NAOMI même en absence de symptômes. Un EPS inférieur à 0,50 à la cheville ou un EPS inférieur à 0,30 à l'orteil témoigne d'une ischémie critique, c'est-à-dire stade 3 ou 4 de la classification de Lorich. Dans ce cas-là, le malade a besoin d'un chef de revascularisation. Pour les examens complémentaires, la visite diagnostique, c'est le Doppler artériel. C'est un examen de première intention, pratiqué de façon systématique devant toute suspicion d'une AOMI. Donc, si vous suspectez que le malade a une artériopathie obliturante du membre inférieur, le premier examen à demander, c'est l'écho-Doppler artériel. Cet examen permet de préciser le siège de la sténose au niveau de l'axe artériel ou de l'occlusion artérielle. Elle précise la qualité de la circulation collatérale. Est-ce qu'elle est bien développée? Est-ce qu'elle est développée de façon modérée ou est-ce qu'elle n'est pas développée complètement?
Apprécier l'état de la paroi artérielle, est-ce qu'elle est calcifiée, est-ce qu'elle est épaisse, est-ce qu'elle est souple par endroits. Détecter les calcifications artérielles. Préciser la nature athéromateuse des lésions. Et enfin mettre en évidence des lésions à risque, c'est-à-dire les lésions pré-occlusives ou à risque omboligène, comme on a déjà parlé dans les étiologies des ischémies, ou des lésions anévrismales. Donc, Doppler, on peut voir que l'artère elle peut se fermer au stade de pré-occlusion où elle a des plaques athéromateuses ussurées, c'est-à-dire que le radiologue voit la plaque d'athérome ussurée et les anévrismes au niveau des axes artériels. L'enjeu TDM, il faut toujours demander un enjeu TDM IRM des membres inférieurs. Pour les sites lésionnels mal explorés par échodoppler, c'est pour les artères iliaques et un sujet obèse. Pour étudier les artères complètement calcifiées non franchies par les ultrasons, la radiographie, doit être systématique au stade de douleur de repos et ischémie critique, c'est-à-dire stade 3 et 4. L'artériographie indique chez tous les patients, on va envisager un geste de revascularisation. Les examens complémentaires à la recherche d'autres localisations de la maladie athéromateuse, c'est-à-dire maladie athéromateuse, une maladie générale, comme on a déjà dit, qui touche les artères carotidiennes, les artères des membres inférieurs, les artères viscérales, les artères carotidiennes, avec des lésions artérielles qui peuvent être diffuses, surtout chez les cellules diabétiques. En plus des lésions artérielles du membre, on peut détecter des lésions des artères coronaires. Dans ce cas-là, si on suspecte, il faut faire une coronarographie ou un coroscan des troncs artériels supracarotidiens, c'est-à-dire les artères carotides. Il faut faire des Doppler carotidiens cervicales, les artères rénales, les artères digestives, etc. Comme vous voyez lors de cette artériographie, on voit ici un défaut de perfusion de la jambe, défaut au niveau de la partie distale de l'artère fémorale superficielle. La découverte d'une anomie impose au minimum la recherche d'une atteinte coronaire, quel que soit le stade de civilité. Un patient sur 4 présente une atteinte coronaire. Donc, dans 25% des cas, on a une atteinte coronaire associée. La découverte d'une anomie impose un dépistage coronaire systématique avec un ECG de repos, une épreuve d'effort, échocœur pour apprécier l'état du myocarde, une scintigraphie myocardique d'effort ou technétion. La positivité de l'un de ces examens fait discuter la réalisation d'une coronarographie pour préciser les lésions et envisager un traitement coronarien. L'atteinte du tronc supraortique, un examen échodoppler du tronc supraortique à dissémination céphalique est indiqué surtout en cas d'antécédent d'AIT ou d'AVC. Surtout chez le malade a déjà fait des AIT, des accidents ischémiques transitoires ou des AVC. La recherche des lésions athéromateuses des autres artères. La recherche des autres localisations se fait en présence de signes d'appel, une HTA sévère ou une résistance rénale évolutive liée à une séquence des artères rénales, des artères rénales, un engorge mésentérique ou de mésentérique. Il faut faire des artères mésentériques. L'évolution et les complications. D'abord, le diagnostic est compris, c'est-à-dire le palpation artérielle et le passage d'une décompensation artérielle. C'est-à-dire le malade il est toujours asymétrique, l'ischémie devient aiguë, devient une urgence. La survenue brutale d'une douleur d'un membre ou un segment du membre chez un artéritique, le membre devient pâle, glacé, totalement impotent. Et pour un
inciser les orteils de tout le pied, paralysie ou paralysie des orteils. L'oblitération antérieure aiguë est responsable Docteur, le son راه يتكوبا. qui nécessite un geste de revascularisation en urgence. C'est à 3 heures pour éviter que les limites soient dépassées. En absence d'une prise en charge du niveau vert, la gangrène étendue dans qui met des... Pour le traitement, on a le traitement médical, en vasculaire et un traitement chirurgical. Pour le traitement médical, Docteur, c'est pour éviter le risque de resténose. C'est les stents utilisés pour la revascularisation. Comme vous voyez ici dans une sténose complète au niveau de l'artère iliaque, ça c'est le caté après la réalisation d'une artériographie. Vous voyez qu'il y a une absence de passage de contraste au niveau de cette région de l'artère iliaque, malgré avec une bonne opacification en aval liée à la pression de cette circulation collatérale comme vous voyez ici. Donc après dilatation mise en place d'un stent, vous voyez la conséquence, c'est le rétablissement d'un bon flux au niveau du membre inférieur. Revascularisation chirurgicale, c'est les pontages, c'est-à-dire les pontages artériels. Il faut court-circuiter la sténose par un pont artériel. Donc, le chirurgien doit ramener le sang d'une zone saine et il peut circuiter la zone sténosée et va brancher le pont au niveau d'une zone également saine qui se trouve en aval de la sténose. Pour les indications thérapeutiques, le stade 1, c'est le traitement médical avec correction des facteurs de risque, la marche quotidienne et l'administration de l'aspirine. Stade 2, c'est le traitement médical pendant 6 mois. Si on a disparition des symptômes, on continue le traitement médical. En absence d'amélioration des symptômes, c'est l'angioplastie ou la chirurgie de revascularisation. Pour les stades 3 et 4, c'est-à-dire l'ischémie critique, dans ce cas-là, il faut faire une revascularisation le plus tôt possible par angioplastie ou par chirurgie de revascularisation. Si le malade est en stade de gangrène, il faut faire l'amputation. Est-ce que vous avez des questions? docteur, Hein? le centre coupe l'évolution complication. Est-ce que vous pouvez répéter l'évolution complication et le traitement médical? L'évolution, la première complication, c'est l'oblitération artérielle aiguë, c'est-à-dire la décompensation. Le malade il est en ischémie chronique, il se complique d'une ischémie aiguë. Le diagnostic est évoqué devant la survenue brutale. Donc, il y a une urgence d'une douleur du membre ou d'un segment du membre chez un patient artéritique, c'est-à-dire un patient atteint d'une anémie. Le membre devient pâle, glacé, totalement impotent. Et pour inciser des orteils ou tout le pied avec paralysie ou paralysie des orteils, dans ce cas-là, on est en stade d'ischémie nerveuse. L'oblitération antérieure aiguë est responsable d'une ischémie aiguë qui nécessite un geste de revascularisation en urgence dans les 3 heures. En absence de prise en charge urgente, l'évolution se fait vers la gangrène étendue, c'est-à-dire l'ischémie est dépassée. Dans ce cas-là, la prise en charge est par l'amputation. Le traitement médical,
le traitement des anémies, il est à la fois médical, endovasculaire et chirurgical. Le traitement médical a des objectifs et de contrôler l'évolution de la maladie athéromatoeuse tout en augmentant la perfusion artérielle périphérique afin d'améliorer les symptômes de l'ischémie. Donc, les moyens, la correction des facteurs comment se faire le contrôle des facteurs de risque par arrêt total et définitif du tabac. Donc, vous savez tous que le tabac, c'est un facteur de risque majeur de l'AOMI qui permet d'augmenter l'arrêt de tabac, permet d'augmenter le périmètre de marche et diminuer le risque d'amputation. Traiter l'HTA, équilibrer un diabète, correction de l'obésité ou un déséquilibre lipidique. Pour conseiller le malade de faire la marche quotidienne, puisque la marche quotidienne va favoriser le développement d'une circulation collatérale de suppléance, surtout au stade 1 et 2. Les traitements utilisés, généralement, on met le malade sous traitement antiagrégant plaquettaire, c'est-à-dire l'aspigique à la raison d'un sachet, voire de 2 par jour. On peut administrer Plavix en deuxième intention, c'est le malade a une allergie à l'aspirine ou là une intolérance ou contre-indication à l'aspirine. Les autres traitements médicamenteux, c'est un bêta-bloquant cardiosélectif, les EEC, une statine. Donc, une quadrithérapie associant les antiagrégants plaquettaires, bêta-bloquant cardiosélectif, les EEC, les statines permettent de réduire de façon significative la mortalité cardiovasculaire chez les patients artéritiques. Donc, les médicaments vasoactifs comme Praxiden ou les vasodilatateurs artériels, dont l'effet bénéfique n'a pas été prouvé. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Oui, docteur, est-ce que vous pouvez nous résumer la différence entre les deux cours, l'ischémie aiguë et l'AOMI? L'ischémie aiguë, c'est une urgence vasculaire. Les AOMI, ce n'est pas une urgence vasculaire. D'accord? D'accord. Le traitement d'une ischémie aiguë, c'est la prise en charge chirurgicale en urgence. Il faut faire un geste de désobstruction. Généralement, on introduit une sonde de Fogarty dans la lumière artérielle pour retirer le thrombus. Comme vous voyez, vous avez constaté dans l'ischémie, les AOMI, c'est le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire associé à un traitement médical, voire un traitement endovasculaire ou un chirurgical, par les pontages. D'accord? Pour l'ischémie aiguë, on a 3 stades de gravité, stade 1, stade 2, stade 3, comme la classification de Rutherford. Pour les AOMI, on a 4 stades. Le stade de gravité croissante. Le premier stade, on trouve à l'examen physique aucun symptôme à part diminution ou abolition du pouls. Deuxième stade, c'est la claudication intermittente, c'est-à-dire le malade fait des crampes lors de la marche dans la distance appelée le périmètre de marche. Troisième stade, c'est la douleur au repos, soulagé par le malade est soulagé lorsqu'il met le membre en activité. Le dernier stade, au stade 4 de la classification, c'est la douleur c'est l'apparition des troubles trophiques, les ulcérations, la faune nécrotique, les ulcérations infectées, etc. D'accord? D'accord, ouais. Ou l'ischémie et les AOMI peuvent se compliquer d'une ischémie aiguë, généralement tableau de badie cardiaque ou adicon cardiaque. Oui, ça, un badie cardiaque, l'hypoperfusion tel le membre d'une artère sténosée peut favoriser la formation du thrombose au niveau de l'artère et donner un tableau d'ischémie aiguë. Dans ce cas-là, le tableau devient plus brillant. La douleur devient plus importante, le membre devient douloureux, il est très froid, etc. D'accord. Ou l'ischémie et les AOMI, il faut explorer les malades. Donc, le temps pour explorer les malades, dire la mesure de l'index de pression systolique, dire l'écho-doppler, dire l'angioscanner, ou dire même l'artériographie. L'ischémie aiguë, vous n'avez pas le temps d'explorer ton malade, puisqu'il y a limité le temps. Le temps, si on perd le temps dans les explorations, on va perdre le membre du malade. Alors, puisque généralement, les ischémies, surtout si elles viennent dans un axe artériel sain, le malade met un douche une circulation collatérale de suppléance
Derrière, le risque d'amputation est plus important. Plus on fait le retard diagnostique ou le retard thérapeutique, le retentissement est rapide sur le membre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hein? C'est bon? Le traitement fibrinolytique d'ischémie aiguë. Le traitement fibrinolytique de l'ischémie aiguë, donc on introduit un cathéter, la thrombolyse par voie générale. Mais la thrombolyse par voie générale, elle a des contre-indications بزاف. مثلا واحد يكون عنده une ulcère gastrique, on ne peut pas lui faire une thrombolyse générale, puisqu'elle va, parmi les complications, il y a l'hémorragie digestive. واحد عنده des rétinopathies diabétiques, يقدر يدير une cécité, فهمتوا؟ La thrombolyse par voie générale, c'est-à-dire le streptokinase ou la lérokinase en perfusion, fait une veine périphérique, on dit la perfusion par voie générale. Ok, vu les complications, ou la fibrinolyse loco-régionale, c'est-à-dire يدخلوا par voie radiologique un cathé au niveau du thrombus ou يديروا l'injection locale le fibrinolytique هذيك ونديروا la destruction le thrombus localement pour éviter les complications générales de la fibrinolyse. Qui m'a fait l'IDM بكري كانوا يديروا la fibrinolyse par voie générale ومام مازالوا يديروا mais عندها des complications بزاف عندها des contre-indications absolues et relatives qu'il faut les respecter فهمت mais actuellement ولاو يديروا la thrombolyse in situ في l'IDM مثلا ندير IDM donc يدخلوا لي ان كاتي في l'artère coronaire تاعي اللي فيها لو thrombus وينجكتيو لي les streptokinase localement فهمتني نسميوها la fibrinolyse in situ. D'accord. وكاين une autre méthode اسمها la thromboaspiration يدخلوا un cathé فهمت au niveau de la lumière artérielle jusqu'au thrombus ويديروا ياسبيريو le thrombus هذاك que ce soit au niveau des artères périphériques ou même هذه la technique يديروها في les artères coronaires فهمت مثلا ما عنديش je suis dans un centre ولا ما عنديش انا streptokinase ولا lérokinase je peux faire la thromboaspiration فهمت ناسبيري le thrombus هذاك. C'est même le cas pour les artères coronaires. Parmi les techniques de revascularisation des artères coronaires lors d'un IDM, il y a la thromboaspiration. كان بدان سنتر يديروها في الجزائر في البليده يديروها. كي يكون le thrombus هكاك فري هذاك هو ندار موش adhérent aux artères coronaires, on peut faire la thromboaspiration. D'accord. زيد. C'est bon. Et la dernière question. C'est l'urgence. كي تلقاو ما تلقاوش عندكم لو بو تلقاو لو مومبر اللي فروا فهمتوا وتلقاو بدا لو مومبر اللي دولورو هنا تفهموا بلي لو مومبر اللي اون اسكيمي فهمتوا سورتو لي كان سي جو جون اكسيتيرا الفو تريتي لو ما ديروا ان جيست دو ريفاسكولاريزاسيون رابيد. داكور. لا هو ماشي urgence puisque c'est une maladie chronique فهمت قلنا كرونيك المرض عنده لو طون ديفلوبي سيركولاسيون كولاتيرال نقدروا نلقاو في لي زيكسبلوراسيون في لونجوز كانوا لادوبتي نلقاو لارتير فيمورال اللي كومبليتمون كيما نعت لكم هنا ديالك اللي كومبليتمون اوبسترويي مي كوم تشوفوا كاين لو باساج تاع لو برودوي دو كونتراست اون افال دو لا ستينوس فهمت على هو بيسك كاين ديفلوبمون دو سيركولاسيون كولاتيرال في ليسكيمي نو كيما لي ديام اني ديام lorsque survient un sujet jeune il est généralement il est fatal puisqu'un sujet jeune تلقاو ما عندوش la circulation collatérale يدير ايديام جينيرالمون سي مورتيل بس تلقاو واحد في عمره 90 سنه مدير ايديام زوج ثلاثه وما يموتش فهمتوا ميم دير لوبستركسيون تاع لارتير كورونيل هو عنده في دي زاني ديفلوبي دو لا سيركولاسيون كولاتيرال كورونيل